dans cette conférence portant sur un seul thème. Les sorciers manipulateurs de la mémoire camerounaise passés au peigne fin, les trois impostures négationnistes et révisionnistes au Cameroun. Je voudrais vous entretenir des stratégies les plus lugubres élaborées pour maintenir le peuple de mon pays natal, le Cameroun, dans les enclos mentaux qui expliquent qu'il soit captif depuis 42 ans de la dictature de Paul Barthélemy Biya Bimvondo, avant celle-ci pendant 22 ans de la dictature d'Amadou Babatoura Ahidjo, et avant celle-ci, bien sûr, de la grande manipulation coloniale et néocoloniale franco-britannique, puis avant cela allemande. Ce 21e siècle peut être camerounais si tous ces enseignements sont compris et si le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se considérant comme un seul grand peuple africain, décide de mettre fin à l'imposture et d'imposer une transition politique vers une nouvelle république fédérale, du 21e siècle camerounais, une république basée sur l'idéologie panafricaine. Le sujet que je vais aborder ce soir, je voudrais l'aborder avec exigence. Et je respecterai un plan en 4 points. Premièrement, la définition des concepts. Qu'est-ce que c'est que le négationnisme? Qu'est-ce que c'est que le révisionnisme? Il faut qu'on s'entende sur ces mots, afin qu'ils n'effraient personne quand je les utiliserai dans la suite de mon argumentation. La deuxième partie de cette conférence consistera à identifier les grands sorciers manipulateurs de la mémoire camerounaise contemporaine, les principaux responsables de révisionnisme et de négationnisme politique au Cameroun. Et bien sûr, il faudra à chaque fois expliquer comment et pourquoi ils font ce qu'ils font. Dans la deuxième partie, nous parlerons des raisons pour lesquelles les négationnistes et les révisionnistes veulent tordre le sens de l'histoire du pays. Dans la troisième partie, nous allons analyser les principales forces négationnistes et révisionnistes dans le pays. Et enfin, dans la quatrième partie de cette conférence, je vous parlerai de la thérapie. Comment sortir des impostures des négationnistes et des révisionnistes de tous bords au Cameroun qui paralysent notre peuple et l'empêchent d'aller à la seule véritable insurrection citoyenne, à la seule véritable révolution citoyenne ancrée dans l'idéologie panafricaine qui nous unit et qui nous permet d'entrer en vibration avec les autres peuples africains en lutte pour la souveraineté du continent natal de l'homme. Voilà les étapes de la démonstration. Et si ce programme vous agrée, je vous demande de bien vouloir marquer Good Live et de le partager massivement dans les campagnes, dans les villes, dans les diasporas camerounaises et africaines, américaines et asiatiques, européennes et océaniques. Car la démonstration que je fais pour le Cameroun peut s'appliquer scientifiquement à toutes les autres républiques issues du processus colonial et néocolonial en Afrique. Car dans toutes ces républiques prospèrent les mêmes sorciers, les mêmes manipulateurs, révisionnistes et négationnistes de la mémoire nationale, dont nous devons maîtriser les micmacs afin de les combattre et de les vaincre efficacement. Voilà le projet de la présente conférence et sans plus tarder, nous abordons le premier axe, non sans préciser que ce qui m'a inspiré la présente conférence, c'est bien sûr une énième sortie, un énième délire sur l'histoire du Cameroun, proféré par un certain monsieur Elimbi Lobé, connu dans les médias camerounais et dans la parlotte politique camerouno-camerounaise pour sa passion du scandale.
Oui, ce monsieur a osé traiter l'un des plus grands Camerounais, l'un des plus grands Africains de l'histoire de bandits, de grands bandits, sur une chaîne de télévision de mon pays natal, le Cameroun. J'ai été alerté par toutes sortes de sources et j'ai pu regarder les extraits de l'émission télévisée dans laquelle cet individu, qui est en réalité simplement le symptôme d'une très grave maladie collective camerounaise, s'est exprimé. C'est à l'occasion de ce énième délire sur l'histoire nationale camerounaise, l'histoire de la révolution camerounaise, que votre serviteur s'exprime ici. Non pas pour répondre à M. Elimbi Lobé, car il n'a rien dit. Quand quelqu'un dit quelque chose, il manifeste en disant cette chose les preuves et les arguments. Il manifeste en disant cette chose une connaissance précise du sujet dont il parle. Dans le cas de M. Elimbi Lobé, il n'a rien dit. Car dans son intervention, on voit très bien qu'il brille par l'ignorance plate de la question et se contente de revendiquer des bribes que lui aurait raconté tantôt son père, tantôt tel voisin du quartier, tantôt tel individu qu'il aurait rencontré, en prétendant, eh bien, tenir ses sources à chaque fois de ses voisins et de ses familiers. Il reconnaît qu'il a mis les pieds dans un sujet qui est largement au-dessus de ses compétences. Il ne s'agit donc pas de lui répondre, parce que lui répondre, ce serait considérer qu'il a dit quelque chose. Il n'a rien dit. Lui, il n'a rien dit. Je ne lui réponds pas. Mais son délire est l'occasion de contribuer à l'éducation de notre peuple, le grand peuple africain du Cameroun. Car ce qu'il a dit, eh bien, témoigne du degré de délabrement intellectuel, moral, du délabrement de la conscience nationale, de la conscience panafricaine camerounaise. Monsieur Elimbi Lobé n'est pas le seul Camerounais à délirer sur l'histoire du Cameroun. Il n'est pas le seul Camerounais à raconter des énormités sur l'histoire du Cameroun, sur les médias camerounais. Et par conséquent, moi je réagis pour répondre à tous ceux qui racontent des énormités sur l'histoire du Cameroun. Pas seulement à Elimbi Lobé, car en réalité, cela indique un besoin d'éducation, un besoin d'instruction, un besoin de lumière. Un individu convenablement éduqué, instruit et éclairé ne délire pas sur l'histoire de son pays. Il la connaît et il en parle en connaissance de cause, sans confusion conceptuelle, sans confusion mémorielle, sans confusion contextuelle et sans confusion prospective. Il administre, quand il s'exprime publiquement, la preuve de sa compétence. Il a la compétence de sa compétence. Je ne m'adresse donc pas dans cette conférence à M. Elimbi Lobé, car il n'est pas de taille à participer à un débat sur l'histoire du Cameroun. Il n'est pas connu au chapitre des intellectuels camerounais. Il n'est pas connu au chapitre des historiens camerounais. Il n'est pas connu au chapitre de ceux qui ont produit une littérature sur l'histoire du Cameroun qui puisse mériter qu'on le considère comme sparring partner d'un débat. Lui, il fait partie de ceux qui doivent tirer un banc, s'asseoir et apprendre quand nous parlons. Et il n'est pas le seul, vous allez le voir dans cette conférence, qui doivent tirer un banc et s'asseoir pour apprendre l'histoire de notre pays, le Cameroun, l'histoire de notre continent, l'Afrique. Alors, commençons par le premier moment, la définition des concepts. Je dis que le Cameroun est aujourd'hui bloqué parce qu'il est pris en otage par des révisionnistes et des négationnistes. Qu'est-ce que c'est que le révisionnisme? Le mot révisionnisme en français est construit à partir du mot révision, qui signifie une modification de l'histoire en fonction des intérêts du présent. Révision appliquée à l'histoire est toute action par laquelle un individu, une collectivité, une puissance modifie le sens de l'histoire
pour répondre aux besoins, aux intérêts du présent. Par exemple, dans un pays où il y a eu l'extermination des gens sur des bases raciales, lorsque un parti politique dont les fondateurs étaient favorables à l'extermination raciale prend le pouvoir, eh bien, les idéologues de ce parti politique auront tendance à présenter l'extermination de leurs victimes comme un détail. C'est ainsi, par exemple, que en France, M. Le Pen défraya la chronique en disant que les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire européenne. Le Pen, fondateur du Front National, qui devenait plus tard le Rassemblement National, voulait par là réviser les faits graves qui avaient été perpétrés contre les Juifs d'Europe par le régime d'Hitler, ses alliés italiens et français, entre autres. Pourquoi? Parce que précisément, Jean-Marie Le Pen faisait partie de ceux qui estimaient qu'il était nécessaire d'exterminer les Juifs. Donc le révisionnisme consiste à modifier le sens de l'histoire pour satisfaire après coup les besoins d'un groupe, d'une personne, d'une entité politique dans le présent. On révise, on modifie légèrement ce qui s'est passé pour pouvoir l'ajuster à nos intérêts du moment. C'est cela le révisionnisme. Et vous voyez que le révisionnisme, c'est un détricotage imperceptible, c'est un détricotage malin, pernicieux. C'est un détricotage par petits détails. C'est un détricotage presque inodore, incolore, sans saveur. C'est un détricotage sibyllin, perfide, rusé, malin de l'histoire, afin de servir les intérêts du groupe auquel on appartient aujourd'hui. Voilà la définition du révisionnisme. Le fait de réviser l'histoire pour satisfaire les intérêts de sa personne, les intérêts du groupe politique, les intérêts d'une collectivité, d'un parti, d'un régime que l'on sait. Maintenant, il y a un deuxième mot que nous devons définir. C'est le mot négationnisme. Ce mot français a sa racine dans le mot négation. Le fait de nier quelque chose. Le négationnisme va plus loin que le révisionnisme. Il consiste carrément à effacer des pans entiers de l'histoire. À dire que des pans entiers de l'histoire qui ont pourtant été établis par des témoignages oraux, écrits, visuels, audiovisuels et même des témoignages fossiles, eh bien le négationniste est celui qui vient dire il n'y a rien eu. Par exemple, un négationniste va dire il n'y a jamais eu la traite des Noirs. Les Noirs se sont vendus eux-mêmes en Europe et en Amérique. Il n'y a jamais rien eu. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce qu'on appelle le négationnisme. Le négationnisme va dire le roi des Belges n'a pas coupé des millions de bras au Congo. Non, 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 non. On punissait les Congolais qui ne voulaient pas travailler. Et c'est à l'occasion de cette punition que certains de leurs bras tombaient. S'il y a eu des millions de bras qui ont été perdus par les Congolais, cela est arrivé accidentellement. Mais le roi n'a pas demandé ça. C'est ce qu'on appelle le négationnisme. Le révisionniste dit « je n'ai presque rien fait ». Mais le négationniste dit « j'ai rien fait ». Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà pourquoi les révisionnistes et les négationnistes sont en fait du même bord. Ce sont des manipulateurs du passé, déterminés à jouir ou à conserver des avantages dans le présent, grâce à cette modification de la mémoire permettant de tromper les acteurs les moins avertis du temps présent. Voilà ce que c'est que le négationnisme. Le négationnisme consisterait par exemple à dire le 9 novembre 2004, l'armée française n'a pas tiré sur des Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire. Il y a eu des coups de feu qui sont partis, des fusils français, mais les militaires français n'avaient pas appuyé sur la gâchette. Ce sont des fusils automatiques qui ont tiré tout seuls et qui ont tué une soixantaine d'Ivoiriens. Ça s'appelle du négationnisme. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Le négationnisme, c'est ça. On massacre en 1945 à Tiaroy les soldats qu'on appelle abusivement les tirailleurs sénégalais. Et puis on rentre tranquillement en France et on dit on n'a rien fait. Le négationnisme. Donc la deuxième question qui se pose dans cette conférence est de savoir, mais pourquoi
diantre y a-t-il dans toutes les sociétés humaines? Des gens qui veulent réviser et des gens qui veulent nier l'histoire. Alors même que celle-ci a été documentée. Elle a été fondée sur des preuves irréfragables, apodictiques, incontestables. Pourquoi y a-t-il toujours diantre des gens qui veulent faire cela? Mais parce qu'en fait, le contrôle de la mémoire est l'un des enjeux du contrôle du pouvoir. Je recommence. Celui qui contrôle ta mémoire, celui qui maîtrise ta mémoire, il est capable de maîtriser ton comportement, de maîtriser tes actions aujourd'hui. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai ce que tu peux faire. Et je pourrai, grâce à cela, anticiper sur tes actes et tes pensées. Le contrôle de la mémoire a toujours été un moyen fondamental du contrôle du pouvoir. Voilà pourquoi les régimes politiques veillent énormément à contrôler les programmes d'histoire qui sont enseignés dans leur territoire. Parce que si le programme d'histoire est de nature à rapporter des faits qui éduquent des jeunes générations contestataires, révoltées, insurgées contre les injustices qu'ont subi leurs parents, le régime qui va laisser un tel programme s'installer est un régime en danger si lui il est héritier de ceux qui ont dominé et qui ont perpétré les crimes. L'enseignement de l'histoire est donc un enjeu de pouvoir, c'est un enjeu politique. Non pas parce que tout historien a forcément des opinions politiques, mais parce qu'en fait, cet enseignement configure le mental, il configure l'esprit des citoyens et il détermine à court, à moyen ou à long terme leur comportement. Les pouvoirs, de quelque nature qu'ils soient, sont donc toujours intéressés par l'histoire. On donne souvent une métaphore pour faire comprendre cela. Si vous prenez un lion et une biche, et que vous leur demandiez de raconter l'histoire de l'agression de la biche par le lion, vous êtes d'accord avec moi que le point de vue du lion ne sera jamais le point de vue de la biche. Le lion estimera que la biche avait une manière de passer devant lui qui a excité son instinct de prédateur et que la biche s'est moquée de lui. Voilà pourquoi il lui a sauté dessus pour la manger. Alors que la biche vous dira que le lion est vraiment méchant. Elle passait simplement pour brouter un peu d'herbe, boire un peu d'eau, faire grandir ses petits, quand ce vilain lion, ce méchant lion, lui est tombé dessus à bras raccourcis. Donc la même histoire, la confrontation, l'agression de la biche par le lion ne peut pas être racontée de la même façon par la biche et par le lion. Et dans l'histoire de l'humanité, la plupart du temps, ce sont les vainqueurs qui rapportent l'histoire. Les vainqueurs, en rapportant l'histoire, arrangent l'histoire pour justifier leur victoire. Car en effet, il y a des défaites dans l'histoire qui se transforment en victoire dans l'écriture de l'histoire. Je vous donne un exemple encore ici. Tout le monde sait que l'essentiel de l'armée française, pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle, était composé des troupes venues des colonies françaises. Mais quand vous lisez l'histoire des guerres françaises, première guerre et deuxième guerre, vous lisez par exemple l'histoire de la libération de Paris, l'histoire de la libération des grandes villes de la métropole française, les noms qui s'imposent sont les noms des officiers français blancs qui dirigeaient les troupes coloniales. Alors que les noms qui disparaissent presque aussitôt sont les noms des soldats, des fantassins noirs, arabes, asiatiques, qui étaient en première ligne pour mourir pour la France. Pour trouver leur nom aujourd'hui, tu dois faire un effort d'aller gratter dans les archives. Alors que tu connais Joffre, tu connais tu connais le maréchal de Tassigny, tu connais Leclerc, hein, tu connais De Gaulle, hein, leurs noms sautent en première ligne. Et ces gens-là étaient assis dans les QG, en sécurité, pendant que les soldats noirs, arabes, asiatiques étaient en première ligne. Donc l'histoire de la libération de la France ayant été racontée sous De Gaulle, sous le gouvernement de Gaulle, sous le patronage de l'idéologie gaullienne, le beau rôle a été attribué aux officiers, le beau rôle a été attribué aux blancs français, et le rôle subalterne, secondaire, voire même le non-rôle et même le sous-rôle
a été attribué aux troupes d'origine coloniale. Alors que dans la réalité du terrain, ce sont les troupes coloniales qui étaient en première ligne. Voilà un exemple de ce que c'est que l'écriture de l'histoire par les vainqueurs. Le vainqueur s'arrange toujours à écrire l'histoire pour justifier de sa victoire. Et même quand il n'a pas gagné, il essaye de montrer qu'il a gagné. Voilà pourquoi l'histoire est un enjeu de pouvoir. Et il ne faut pas laisser dire n'importe quoi sur l'histoire. Car laisser dire n'importe quoi sur l'histoire, c'est s'exposer à des déboires au cœur de la question du pouvoir. Et là, je viens d'aborder le deuxième point de cette conférence. Vous comprenez donc que le révisionnisme et le négationnisme ne peuvent pas être pris à la légère par quelqu'un qui a une conscience intellectuelle, une conscience morale, une conscience citoyenne. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur l'histoire d'un pays, sur l'histoire d'un peuple, sur l'histoire d'une communauté. Parce qu'en laissant dire n'importe quoi, on rend possible la reproduction de n'importe quoi. Quand l'histoire est manipulée, travestie, quand l'histoire est délirante, le présent et le futur du peuple dans lequel des délires sont normaux seront eux-mêmes chaotiques. Est-ce que c'est clair? Telle est la deuxième partie de notre intervention. Maintenant, nous passons à la troisième. Nous allons maintenant aller au Cameroun repérer les sorciers manipulateurs de la mémoire au Cameroun. On va les citer groupe par groupe et on va analyser leur stratégie. Pourquoi ils font ça? La 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 la. Est-ce que vous êtes en train de partager ce cours de philosophie de l'histoire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de vous parler là de philosophie de l'histoire, de théorie de l'histoire. Et il ne faut pas jouer avec ça. Mon frère et ami, Robert Ndjenchanomo du Canada, me rappelle le cas par exemple de M. De Gaulle. De Gaulle, du point de vue du peuple français, est le libérateur de la France. Mais du point de vue du peuple africain, qui est De Gaulle? C'est le bourreau de l'Afrique. C'est lui qui a organisé la pseudo-décolonisation de l'Afrique. Vous voyez, la même histoire de Gaulle, racontée du point de vue du peuple français et racontée du point de vue du peuple africain, ne présente pas le même personnage. Héros pour les Blancs, bourreau pour les Noirs. Héros pour la France, bourreau pour l'Afrique. Le même De Gaulle. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ne pas laisser n'importe qui se mêler de nous dire ce que l'histoire fut, car alors à ce moment, nous nous exposons au pire dans l'avenir. Bienvenue, welcome to Cameroun. C'est la troisième partie de notre allocution. Qui sont donc les sorciers manipulateurs? Qui sont donc les manipulateurs de la mémoire camerounaise? Il y a trois groupes. Je dis bien trois. Yara Baba. 1, 2, 3. Il y a trois groupes de sorciers manipulateurs de la mémoire camerounaise. Et nous devons les connaître par cœur et les combattre dans l'air, dans le feu, dans la terre et dans l'eau. Les combattre dans tous les éléments où ils se cachent, ces sorciers, pour libérer le Cameroun. Le premier groupe de manipulateurs de la mémoire nationale camerounaise est constitué des néocolonialistes français, britanniques et plus largement occidentaux. C'est le premier groupe. Les néocolonialistes français, les néocolonialistes britanniques, allemands et plus largement occidentaux sont des manipulateurs de mémoire. Je m'explique. Le colonialisme et le néocolonialisme, et avant la traite négrière, se sont accompagnés de la négation de la culture, de la civilisation africaine. Les peuples du territoire camerounais actuel ont subi un lavage de cerveau, en même temps que étaient kidnappés des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains, étaient détruites les bases de la civilisation négro-africaine. Les chefferies, les royaumes, les empires, les palais,
les temples étaient dévastés. Ce qui permettait aux négriers, aux colons, aux néocolons et à l'impérialiste de dire que les Africains étaient des sauvages, des êtres naturels. Ce qui permettrait à Hegel d'écrire au XIXe siècle que le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Donc, il faut bien comprendre la dialectique négrière, coloniale, néocoloniale et impérialiste. On commence d'abord par vous détruire. On détruit votre civilisation. On vous ramène à l'état de nature et ensuite on dit que vous êtes des êtres naturels. Et dès lors que vous êtes des êtres naturels, on s'octroie la soi-disant mission civilisatrice pour s'imposer à vous. Ce n'est rien d'autre que le révisionnisme et le négationnisme. Si les négriers, les colons, les néocolons et les impérialistes s'étaient intéressés à l'histoire réelle de l'Afrique, ils auraient compris que l'Afrique, civilisationnellement, est la première et la plus grande et la plus durable civilisation de l'humanité. Dans sa formulation négro-égyptienne, l'Afrique a produit une civilisation qui était au pinacle du monde pendant près de 4000 ans. Il n'y a plus jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, une civilisation au pinacle, à l'influence aussi durable, que la civilisation négro-égyptienne. Si le négrier, le colon, le néocolon, l'impérialiste, daignait étudier l'histoire de l'Afrique, il se rendrait compte que ce qu'ils revendiquèrent comme appartenant au miracle grec, les mathématiques, l'écriture, la poésie, la politique, existaient longtemps avant tous les autres continents sur le sol africain. L'écriture est née en Afrique. Les mathématiques sont nées en Afrique. Toutes les religions connues dans l'humanité ont leur forme originelle en Afrique. D'accord? C'est à partir de l'Afrique que tous les autres continents de cette planète ont été peuplés. Cela est vrai du point de vue de la théorie génétique des populations, qui établit donc ce que Cheikh Anta Diop appelait le monogénisme humain, c'est-à-dire l'unité biologique de l'espèce humaine, à partir de la souche de l'Homo sapiens africain, de l'Homo sapiens sapiens africain. Mais cela permet aussi d'expliquer comment la civilisation s'est mue dans l'espace, à partir de l'Afrique, vers l'Orient, vers l'Europe, puis vers les Amériques. Tout cela est aujourd'hui correctement retracé par l'histoire scientifique, en utilisant les techniques de l'archéologie, les techniques de l'anthropobiologie, en utilisant les techniques de la génétique des populations. Le rôle pivotal, originel, de précurseur et de source d'inspiration de toute la civilisation humaine de l'Afrique n'est contesté par aucun scientifique sérieux sur la planète. Donc, il faut que vous compreniez déjà que le négrier, il faut que vous compreniez que le négrier, le colon, le néocolon et l'impérialiste, ce sont des révisionnistes et des négationnistes par définition. Ils viennent et ils nient que les Africains savent écrire, depuis très longtemps avant eux. Ils viennent et ils nient que les Africains connaissent Dieu, depuis très longtemps et avant eux. Ils viennent et ils nient que les Africains connaissent la médecine, depuis très longtemps et avant eux. Ils s'approprient la figure d'Imhotep, le grand noir, l'un des plus grands médecins que l'Antiquité ait jamais connu. Ils se l'approprient. Ils viennent, ils s'approprient les découvertes des prêtres, philosophes, mathématiciens. Et ils les donnent à Thalès, ils les donnent à Pythagore, qui eux-mêmes écrivent qu'ils étaient les élèves des prêtres philosophes négro-égyptiens. Ils viennent, et malgré que Hérodote leur dise qui sont les Égyptiens, malgré que Platon leur dise, mes maîtres, ils sont de l'autre côté, en Afrique noire, ils viennent et ils essayent de créer, pendant pratiquement 500 ans, des programmes d'enseignement pour laver le cerveau des Africains. Et leur dire que leur histoire commence avec leur découverte par le négrier, par le colon, par le néocolon et l'impérialiste. Voilà le geste fondamental du négrier, du colon, du néocolon et l'impérialiste, la négation de l'humanité, de l'esclave, la négation de l'humanité du colonisé, du néocolonisé et de l'impérialisé. La négation de l'humanité du terrorisé, tel qu'on la voit aujourd'hui, à travers les grandes organisations terroristes financées
par les grandes puissances coloniales, impérialistes, négrières, occidentales et moyen-orientales, comme nous l'avons montré dans notre dernier ouvrage en date, dont vous avez entendu parler nécessairement, l'impérial terrorisme. Bon. Au Cameroun, c'est exactement ce que le colon allemand, le colon français et le colon anglais ont fait. Ils ont détruit les cultures et civilisations africaines du Cameroun dans toute la mesure du possible. Ils ont détruit les lieux sacrés. Ils ont ringardisé, méprisé, piétiné les traditions religieuses du terroir camerounien. Ils ont imposé à coups de fouet et de canon leur religion. C'est dans ces conditions qu'ils se sont installés à la tête de mon pays natal, à la tête de mon continent natal. Dans le cas d'espèce, le colon a un problème quand il vient au Cameroun, à partir notamment du 18e, 19e, début 20e siècle. C'est que les colons sont en nombre inférieur par rapport aux colonisés. Il y a une asymétrie démographique entre la population des colons, des colonisateurs donc, et la population des colonisés. Le colon dort dans ses cases coloniales tous les soirs en craignant, et il a raison, la révolte des colonisés. Par conséquent, il a besoin que le peuple colonisé ne soit pas un. Il a besoin que le peuple colonisé n'ait pas une conscience commune. Il a besoin que le peuple colonisé ne soit pas uni. Alors, comment assurer cette désunion du peuple colonisé? Comment diviser le peuple colonisé? Pour diviser le peuple colonisé, il faut détruire la conscience collective du colonisé, la conscience historique africaine, panafricaine du colonisé du Cameroun. Il faut survaloriser les appartenances tribales, les appartenances ethniques, et il faut les jouer les unes contre les autres. Je recommence. C'est le principe du diviser pour mieux régner. Le colon, où qu'il arrive en Afrique, et quand il arrive chez moi, au Cameroun, il a un problème. Les groupes de colons sont moins nombreux que les populations locales africaines. Ils craignent à tout moment que les populations locales africaines se coalisent et leur tombent dessus et n'en fassent qu'une bouchée. Par conséquent, ils vont engager une ingénierie intellectuelle. Ils vont engager un enseignement sous forme de lavage de cerveau d'une nouvelle histoire africaine, du point de vue colonial. C'est une histoire où l'Afrique va être ringardisée, tribalisée, et où le colon va s'attacher à exacerber les identités tribales, les identités ethniques, afin de paralyser les mouvements de coalition, les mouvements de communion, les mouvements d'émancipation. Est-ce que vous comprenez? Cela renvoie, entre autres, à ce qu'on appelle la doctrine Gallieni. Un officier français, un administrateur colonial français, qui enseigne et qui écrit qu'il est très important que les administrateurs des colonies connaissent la composition des lignages, des tribus, des ethnies coloniales, afin d'exploiter cette connaissance pour neutraliser les ethnies, les tribus, les clans africains les uns contre les autres. Et c'est un élément essentiel de l'enseignement que recevaient les administrateurs coloniaux à l'école d'outre-mer, en France. L'école des hautes études d'outre-mer, où ont été formés l'essentiel des administrateurs des colonies, étaient formés à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie. On leur apprenait la cartographie des groupes ethniques. Et on leur enseignait que pour s'assurer que la nuit, les colonisés ne vont pas se coaliser, même en plein jour, pour leur faire la peau, il faut sans cesse semer des conflits entre eux. Il faut sans cesse semer de la jalousie entre eux, de l'envie entre eux, de la rivalité entre eux, de la concurrence entre eux. De cette façon, ils seront paralysés et empêchés d'agir comme un seul peuple africain. Le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme sont des anti-panafricanismes notoires. Il fallait empêcher l'émergence de la conscience panafricaine dans tous les peuples colonisés. Il fallait empêcher que le Tupuri, le Fulbe, le Haoussa se perçoivent comme le même peuple africain. Il fallait empêcher que le Bassa, le Boulou,
le Bamileke, que le Beti, que le Ngumba, le Banen, etc. se perçoivent comme un seul et même peuple africain. Il fallait empêcher que le Gbaya du Cameroun, il fallait empêcher que le Manguissa, il fallait empêcher que le Nyokon, il fallait empêcher que le Bakweri, il fallait empêcher que le Bamoun camerounais se regarde comme le même peuple. Et c'est sur cette base que les colons pouvaient dormir tranquilles. Donc, le néocolonialisme français, le néocolonialisme britannique, le néocolonialisme et le colonialisme allemand et occidentaux en général sont par définition des manipulations de l'histoire. On va nier l'histoire commune des peuples africains. On va tout faire pour faire croire à chaque Africain que son histoire est essentiellement liée à sa tribu. On va tout faire pour couper l'Africain de la conscience de la nation. On va tout faire pour couper l'Africain de la conscience, eh bien, de la nation panafricaine. On va tout faire pour couper l'Africain de la conscience de la grande civilisation négro-africaine planétaire. On va tout faire pour cela. C'est un élément fondamental de la colonisation. Voilà pourquoi on fouettait systématiquement les Camerounais. On fouettait systématiquement les Africains à l'école. Rétrospectivement, j'espère que vous savez pourquoi on fouettait. Pourquoi on nous a tellement fouettés à l'école? Parce que ma génération, je suis né en 1972, a connu l'école où on fouette. Pourquoi est-ce qu'on a autant fouetté les Africains? La génération de mon père, c'était pire. Le nombre de coups de fouet qu'ils ont pris à l'école. Astaghfirullah. La génération de mon grand-père, qui lui a été colonisé par les Allemands. Niamsi Willem. C'était pire. C'était pire. Pourquoi battait-on les Africains? Pour leur inculquer des idées. Mais parce que cela permettait de pouvoir contrôler leur comportement, d'empêcher leur révolte, leur insurrection, leur révolution, leur émancipation. La violence scolaire, la violence religieuse a toujours été un moyen de contrôle mental et de dictature de la mémoire. C'est un moyen essentiellement révisionniste et négationniste. On te bat pour que tu récites que tes ancêtres étaient les Gaulois. On te bat pour que tu présentes Vercingétorix comme étant une grande figure de l'histoire africaine. On te bat pour que tu dises que De Gaulle est le libérateur de l'Afrique. On te bat pour que tu dises que la France est ta mère, que sans l'Angleterre, la terre n'aurait pas de sens. On te bat pour que tu crois que l'Amérique est le pays de la liberté. On te bat pour que tu comprennes que tu es un sauvage, un barbare. On te bat pour que tu récites l'hymne national de ton pays qui dit que tu as vécu pendant très longtemps dans la sauvagerie et que peu à peu, tu commences à sortir de la barbarie. On t'apprend cela et tu récites cela. Tu chantes cela tous les matins avant d'entrer à l'école. Je me souviendrai toujours avec beaucoup d'émotion de l'une des manières que nous avions pour résister contre cet abrutissement. J'ai toujours senti dans mon enfance camerounaise qu'il y avait quelque chose de pas très normal dans cette manière de nous apprendre notre histoire. Et c'est pour cela que j'ai tout fait pour ne pas perdre la pratique de ma langue maternelle, le Bassa Bantou du Cameroun. Je vous ai raconté souvent ici l'anecdote. Une anecdote sur quelque chose qui se passait à l'école privée laïque de Kondi Bassa, à Douala. L'école est là. L'école qui avait été fondée par M. Samuel Sameset, paix à son âme. Un maître de l'ancienne méthode. La chicotte n'était pas loin du bureau. Sur les bureaux de nos maîtres, les pupitres du maître, pour ceux qui ont été à l'école, dans les années 70-80, vous savez que la chicotte trônait. Le maître nous demande de chanter « Le coq chante, le jour paraît, tout s'éveille dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Pilon gaiement et du courage, pilon pampan, pilon gaiement. Non, pilon gaiement, pilon pampan, pilon gaiement.
C'était ça la chanson. Le coq chante, le jour paraît, tout s'éveille dans le village. Pour que le bon couscous soit prêt, femme debout et du courage. Pilon pampam, pilon gaiement. Pilon pampam, pilon gaiement. Vous finissez, vous vous taisez. Parce que le maître a son serpent noir sur la table. Or, la classe dans laquelle moi j'étais était à dominante bassaphone. Même nos camarades de classe, originaires de l'ouest ou même du nord du Cameroun, qui vivaient à Bassa, parlaient Bassa. Et donc, nous prenions un vilain plaisir à nous faire fouetter par esprit de résistance. Et nous ajoutions toujours un couplet à la fin de la chanson. Alors que le maître nous avait fouetté un nombre incalculable de fois, en nous interdisant de parler ce qu'on appelait, avec beaucoup de mépris, notre patois à l'école. Je vous rappelle que j'étais à l'école à l'époque où on chicotait celui qui a parlé le patois. Les camarades étaient chargés de se dénoncer les uns les autres. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, on parle le patois ici. Quelqu'un a parlé le patois. On amène celui qui a parlé le patois. On le chicote. Ça, c'est la France. C'est ça, la Grande-Bretagne en Afrique. C'est ça, l'Allemagne en Afrique. Battre les gens parce qu'ils parlent leur langue à l'école. Donc, le maître nous demande de chanter. On commence. Le coq chante, le jour paraît, tout s'éveille dans le village. Pour que le bon couscous soit prêt, femme debout et du courage. Pilon pampan, pilon pampan, pilon gaiement. Et nous, on ajoute. Ayo, ayo, njali nome, ayo, njali nome, balembe merikwang. Ayo, ayo, njali nome, ayo, njali nome, balembe merikwang. Ce qui veut dire en bassa, ah, qu'est-ce que j'ai faim? C'est midi. Ma mère a préparé le pain de manioc à l'huile légèrement rouge qu'on appelle le rikwang, hikwang, et je m'en vais manger ça. Le maître s'empare de sa chicotte et nous distribue à chacun 2 coups au dos. Et c'est les contorsions de douleur dans la classe. Et quand il nous frappe comme ça, nous on rigole. Un jour, notre maître était fatigué. Ça faisait pratiquement 3 mois qu'il nous avait. Chaque fois qu'il disait de chanter, le coq chante, il savait qu'il fallait qu'il nous chicote. Et ça lui faisait couler la sueur sur ses habits, ça le fatiguait. Il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, cette chanson-là, vous avez le droit de chanter en bassa dessus. Voilà comment, enfant, à environ 7 ans, je pense, oui, 7 ans, j'ai remporté avec mes camarades ma première victoire révolutionnaire. Le maître nous laissa chanter en bassa à la fin de la chanson en français. Parce qu'il nous avait trop fouetté. 3 mois. Chaque jour, dès qu'il dit chanter, le corps chante, on met le bassa dedans. Le gars nous chicote, sa chemise est trempée de sueur. Il dit, mais quels enfants têtus. On vous a dit qu'il ne faut pas parler le patois ici. Vers le mois d'octobre, il a dit, bon, c'est bon. Chantez. Quand je vous donne la chanson là, défoulez-vous, chantez aussi en bassa. Du coup, c'est la seule chanson que nous étions pressés de chanter. Parce que cela nous donnait l'occasion de parler notre langue à l'école. Puisqu'en dehors de ça, c'était des punitions. Voilà ce qu'a fait l'Occident à l'Afrique. À partir du moment où on détruit ton rapport à ta langue, on détruit ton rapport à ta civilisation, on détruit ton rapport à ta mémoire, mais tu es facile à coloniser. La colonisation a prospéré dans la négation de la mémoire. Elle a prospéré dans la révision de la mémoire. La ringardisation des royaumes, des empires, des chefferies de chez nous. Le refus de nous enseigner notre propre histoire est à la base de notre soumission. La colonisation n'eût pas été possible sans cette destruction psychique très avancée, sans ce lavage de mémoire, sans cette coercition, sans cette brutalité. Il fallait abrutir l'Africain pour le dominer. Et ce ne fut pas facile pour les Occidentaux. Beaucoup y laissèrent leur vie. Parce qu'on ne parle pas souvent des résistances africaines. Mais les Africains ne se sont pas laissés faire. Des troupes occidentales entières furent décimées. Si vous lisez l'histoire, par exemple, de la colonisation en pays abbé, il y a des colons qui finirent dans la marmite. Ils furent mangés rituellement, après avoir été éliminés, à cause de leur méchanceté envers notre civilisation. Fanon devait écrire « La liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. » La liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Il a fallu lutter. Et il faudra toujours lutter contre tous ceux qui veulent nous prendre pour des bêtes sauvages. Nous traiter comme des canards sauvages.
Donc le néocolonialisme français, le néocolonialisme britannique, germanique et occidental est le maître à penser du révisionnisme et du négationnisme anti-africain. Écrivez ça. Dans mon pays natal, le Cameroun, ils avaient un problème. Comment contrôler ce pays? Ils ont créé les oppositions suivantes. Opposition entre le nordiste et le sudiste. Ils ont renforcé les préjugés entre les Camerounais de la partie septentrionale et les autres. Opposition entre le francophone et l'anglophone. Ils ont renforcé, cultivé, aggravé les préjugés entre les Camerounais qui avaient été dans la partie, britannique, la partie colonisée par les Britanniques du Cameroun, qui correspond aux actuelles régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ils ont renforcé le clivage entre eux et les autres Camerounais. L'anglophone, l'anglose, dans le Cameroun dit francophone, sont pendant très longtemps traités comme des sauvages. Et c'est ce qui donne d'ailleurs le grand conflit de 2016 qui a débouché sur la guerre civile. C'est quelque chose qui a été cultivé exprès sous la colonisation et enseigné aux héritiers du colon. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cultivé une opposition tout aussi artificielle entre le Beti Boulou et le Bamileke. Ils ont exacerbé cette opposition. Le colon Lamberton allant jusqu'à désigner un groupe ethnique africain, authentiquement africain de mon pays natal. Désigner le Bamileke comme le caillou que la puissance coloniale française a dans sa chaussure. Il écrit ça dans son livre. Le colon français a un caillou dans sa chaussure au Cameroun, c'est le peuple Bamileke. Mais le peuple Bamileke, ce sont les Africains. Ce sont les Africains comme tous les autres. Ils décident de créer une tension entre ce groupe ethnique, qui le regroupe d'ailleurs par toutes les arguties administratives dans une certaine région, et pour l'opposer aux autres. Ce qui lui permet de contrôler les uns et les autres. Il va exacerber l'opposition entre les soi-disant donc Sawa et ceux qui sont présentés comme les Bamileke dans les régions du littoral du Cameroun et du Sud. Et ainsi partout, le pays est paralysé, même à l'intérieur de la partie nord du Cameroun. Le colon et ses héritiers vont apprendre à opposer le Fulbé au non-Fulbé. Tout ceci ayant pour but de faire que les Camerounais du Nord ne se perçoivent pas comme le même peuple africain. Voilà comment, aujourd'hui en 2025, le peuple camerounais tout entier est dans des enclos ethniques. Et ces enclos correspondent à des enclos mentaux. Le Camerounais est un prisonnier dans sa tête. Il est prisonnier des préjugés de sa famille. Il est prisonnier des préjugés de son groupe ethnique. Il est prisonnier des préjugés cultivés par le tribalisme d'État, hérité du colonialisme français, britannique, allemand, hérité du colonialisme occidental, l'impérialisme occidental. Le Camerounais se promène avec sa prison dans sa tête. On a tout fait pour que le Camerounais ne regarde pas le Camerounais comme un Africain. On a tout fait pour que le Camerounais se sente en sécurité, davantage avec un non-Camerounais qu'avec un Camerounais. On a tout fait et on continue à tout faire pour que le nordiste se sente, le nordiste du Cameroun, soit plus à l'aise, s'il le faut, avec un Danois ou un Norvégien qu'avec un Bamileke ou un Beti. On a tout fait pour ça. On a tout fait pour que le Douala à Douala au Cameroun se sente moins en sécurité avec son frère Bassa, Bakoko ou Bamileke qu'avec un Breton à Paris. On a tout fait pour ça. Ça fait que le pays tout entier est composé d'ennemis fabriqués, les uns contre les autres. Le pays tout entier est traversé par des ennemis spéculaires. Chacun se méfie de tout le monde. Personne n'a confiance en personne. Parce que chacun est enfermé dans les préjugés qui lui ont été inculqués par son milieu, inculqués par l'État tribal, stratégique, néocolonial, et par l'État tribal stratégique colonial. La prison est là. Les Camerounais sont dedans. Quand vous voulez connaître l'état d'emprisonnement mental des Camerounais, prenez le temps de vivre un peu longtemps avec eux. Parce qu'évidemment, quand vous les connaissez seulement à l'occasion de cérémonies publiques, quand vous les connaissez seulement à l'occasion de circonstances officielles, ils sont très prudents.
dans ce qui sort de leur bouche. Pratiquez les Camerounais au quotidien. Faites comme si vous ne les écoutez pas. C'est là que vous allez voir leur état, notre état de délabrement psychique. Quand ils ne se sentent pas écoutés, quand ils ne sentent pas la présence de leurs rivaux supposés, ils se lâchent, les Camerounais. Le tribalisme est banalement partagé en famille. Les préjugés sont banalement renforcés en famille. Les pouvoirs successifs Biya et Ahidjo exploitent ces préjugés pour se maintenir. Le pouvoir colonial français, britannique et allemand jouait de ces préjugés pour dormir tranquille, en infériorité numérique, en terre coloniale. Voilà la situation. Il faut que nous sachions que, la manipulation négationniste et révisionniste de l'histoire est un élément essentiel de la colonisation. Maintenant, on passe au deuxième groupe de sorciers. Mais je finis avec le premier groupe de sorciers en disant le dernier rapport qu'ils ont écrit là, sous la direction de Madame Ramondi et d'un groupe d'historiens camerounais triés, on ne sait sur quels critères. Ce rapport-là est rempli de relents de révisionnisme et de négationnisme. Nous allons l'étudier. Nous allons mettre en place une commission scientifique sur ce rapport. Mais d'ores et déjà, l'allure de ce rapport consiste à essayer d'édulcorer les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. De la France au Cameroun. Ce rapport a été écrit pour neutraliser la gravité des crimes commis. On a commencé, par exemple, par une modification de la terminologie décrivant les faits. Une modification de la qualification empirique. Alors que nous avons eu une guerre de génocide de l'armée française contre les populations du Cameroun, on essaie de présenter ça comme une guerre décoloniale. On a remplacé le génocide par la guerre décoloniale. Alors que nous avons eu affaire à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, à des actions d'extermination de masse, de déportation de masse, alors qu'on a eu affaire à une pratique génocidaire de l'armée coloniale française et de ses supplétifs africains, le rapport essaye de nous présenter ça et là des faits graves, mais refuse de leur donner une qualification équivalente à des faits strictement équivalents qui se sont produits en Europe et en Amérique et pour lesquels les historiens français brillent par leur empathie. Oui, le rapport là, qui a été remis au président Macron et Biya, est l'une des dernières tentatives de manipulation en date de la mémoire camerounaise. Nous n'allons pas laisser ce rapport dormir tranquille. Et il sera passé au peigne fin et tous les faits qui doivent être requalifiés en fonction de leur gravité le seront et toute l'armature conceptuelle de ce rapport doit être repensée. Car en fait, c'est un rapport édulcorant, neutralisant, anesthésiant, lénifiant. Un rapport déresponsabilisant. Un rapport qui ne prédispose pas à des véritables procès en réparation. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le deuxième groupe de sorciers, c'est qui? Mais le deuxième groupe de sorciers, ce sont les despotes camerounais successifs. Ahidjo et Biya, ce sont des despotes révisionnistes et négationnistes. Commençons par Amadou Ahidjo. Mais qui est Amadou Ahidjo? C'est un homme qui n'a jamais été élu. Président de la République du Cameroun. Il n'a jamais été régulièrement élu. Il a été imposé à la tête du Cameroun par les colons français. Ils ont fraudé. Ils ont fraudé aux élections de l'Assemblée législative du Cameroun pour imposer Ahidjo. Ils ont bourré les urnes à Yaoundé pour imposer Ahidjo contre ses rivaux. D'accord? Quand Ahidjo est installé, précisément en sachant qu'il n'a pas été régulièrement élu, en sachant en plus qu'il a été imposé à la tête du Cameroun, alors que le mouvement qui était majoritaire politiquement au Cameroun, et cela n'est contesté par personne, dans les années 40, 50 et 60, c'était l'union des populations du Cameroun. De Ruben Oumniobé, Osende Afana, Félix Moumié, Ernest Wandié, Abel Kingé, entre autres noms. Le colon français ne veut pas que l'Union des populations du Cameroun, qui est le parti majoritaire des années 50, 60, gagne les élections. Le colon français va donc les frauder et imposer à la tête du Cameroun des Camerounais, des Camerounaises qui ne veulent pas de l'indépendance totale du Cameroun. C'est ainsi que Amadou Ahidjo est sélectionné et plus tard Paul Biya.
Paul Biya entre dans l'état néocolonial camerounais sur cooptation française. Son mentor s'appelle le docteur Louis-Paul Ojula. Il entre dans l'administration supérieure du Cameroun. Eh bien, il entre en 1961. Mes chers amis côté YouTube, il nous attaque parce que la vérité fait mal. Est-ce que vous pouvez faire un tour de partage? Partagez. Partagez, partagez, n'ayez pas peur. Il nous attaque parce que la vérité fait mal. Hélas, elle sera dite. Il nous attaque parce que la vérité fait mal, mais elle sera dite. Partagez. Amadou Ahidjo et Paul Biya, les deux présidents de la République historiquement connus de l'histoire bien du Cameroun, ces deux individus sont des purs suppôts imposés à la tête de mon pays natal par le colon français. Dès 1958 et à partir de 1961, l'un et l'autre cooptés par les Français. Ahidjo par Guy Georgi, un colon français du Nord, et Paul Biya par le docteur Louis-Paul Ojula, un colon français installé dans le centre du Cameroun. Ils ont été choisis parce qu'ils faisaient partie des Camerounais qui étaient opposés à l'indépendance totale du Cameroun. Donc, le régime politique camerounais de l'UNC et du RDPC était un régime anti-panafricaniste à l'origine. C'était un régime anti-africain à l'origine. C'était un régime de collabo du colonialisme français à l'origine. Par conséquent, si vous lisez la littérature du régime d'Ahidjo et la littérature du régime Biya, vous vous rendrez compte que le mot qui était utilisé pour désigner les militants du mouvement de libération du Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, le mot que les colons français leur ont enseigné pour présenter ceux qui se battaient pour l'indépendance totale du Cameroun, ce mot, c'est le mot quoi? C'est le mot maquisard. Le deuxième mot, c'est le mot bandit. Le mot maquisard et le mot bandit sont les termes attitrés utilisés par le colon français du Cameroun pour désigner les indépendantistes camerounais. Ces mots ont été récupérés texto par le régime d'Ahidjo et par le régime de Biya. De telle façon que je m'étonne quand les gens se scandalisent du fait que un certain monsieur Elimbi Lobé ose traiter le grand héros révolutionnaire camerounais, Ernest Ouandié de bandit. Mais Elimbi Lobé n'a rien inventé. C'est ce que les Français, colons du Cameroun, eh bien, avaient mis en place. C'est ce qui a été régulièrement dit des UPCistes par le régime d'Amadou Ahidjo. Et c'est ce qui a été régulièrement dit des UPCistes par le régime de Paul Biya. Il y a une conférence de référence pour comprendre que le régime d'Ahidjo et le régime de Biya ne sont rien d'autre que la prolongation du régime colonial français. Elle a été délivrée par le premier chef d'état-major de l'armée camerounaise, anciennement militaire de l'armée coloniale française, le général Pierre Semengue. Au soir de sa carrière, Pierre Semengue s'est livré à des confidences en mondovision, à l'occasion desquelles il a expliqué que lui, il avait été formé dans l'armée française, à travers notamment les guerres d'Algérie et les guerres d'Indochine, aux techniques de la guerre contre-révolutionnaire. Et que c'est sous l'encadrement des troupes coloniales françaises que la jeune armée néocolonisée du Cameroun a pourchassé ceux qui voulaient l'indépendance totale du Cameroun. C'est-à-dire un Cameroun sans occupation militaire française, un Cameroun sans la monnaie, l'escroquerie du CFA, un Cameroun ayant souveraineté aux Nations Unies, n'appartenant pas au précaré français, un Cameroun maître de son destin. Amadou Ahidjo, Paul Biya et leurs administrations étaient opposés à ce Cameroun-là. Semengue a dit que les maquisards, et c'est comme ça qu'il appelle Semengue, Oumniobe, c'est comme ça qu'il appelle Osende Afana, c'est comme cela qu'il appelle
Eh bien, c'est comme ça qu'il appelle Ernest Ouandjé. Il les appelle des bandits. D'accord? Semengue a dit que tous ces gens étaient des individus rustiques et qu'il fallait être bien préparé par les techniques de la guerre d'Algérie et de la guerre d'Indochine pour les écraser. Semengue a revendiqué avec fierté d'avoir tué ceux de ses compatriotes qui voulaient l'indépendance totale du Cameroun. Dans la même interview, dont je vais retrouver toutes les souches et que je vais republier ici pour éduquer les Camerounais, Semengue a expliqué que si Paul Biya avait osé reconnaître en 1992 sa défaite à l'élection présidentielle face à l'anglophone camerounais John Frundi, ressortissant du nord-ouest de mon pays natal, pour lequel moi j'ai voté, Semengue a dit que si Paul Biya avait osé le reconnaître, lui, Semengue, avec l'appui de la France, aurait fait un coup d'État pour maintenir les avantages de la tradition issue de la coopération, de la collaboration avec la France. Semengue le dit explicitement. Aujourd'hui, on voit des Camerounais réagir en soupe au lait aux propos de Limbi Lobé. Et Limbi Lobé ne fait que répéter la dictée du régime Ahidjo et du régime Biya. Certes, dans les années 90-91, sous la pression des luttes populaires, de la résistance populaire, le régime Biya a daigné accepter que Ruben Oumniobé, Osende Afana, Félix Moumié, Ernest Ouandjé soient inscrits symboliquement comme des héros de l'indépendance du Cameroun. Mais cette décision purement symbolique du bout des lèvres n'a pas été suivie d'une politique authentiquement souverainiste, d'une politique authentiquement anticolonialiste, d'une politique authentiquement révolutionnaire et panafricaniste. Il s'agissait en réalité de tromper la mémoire camerounaise. En reconnaissant ces figures de notre histoire comme des héros, Biya voulait en fait les amenuiser, les phagocyter, les neutraliser et, pour ainsi dire, les instrumentaliser, afin de tenter la dernière grande opération du régime Biya, se présenter comme un régime anticolonialiste, se présenter comme un régime révolutionnaire, se présenter comme un régime panafricaniste au XXIe siècle. C'est juste incroyable. Comment un pur produit du colonialisme français, Paul Biya, comme son maître Ahidjo et leur maître commun, les De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, comment ces gens-là peuvent-ils aujourd'hui tenter de se présenter comme les défenseurs de l'anticolonialisme, les défenseurs du panafricanisme ou du nationalisme révolutionnaire camerounais? C'est juste la plus grande aberration. Et il se trouve des Camerounaises et des Camerounais dans toutes les régions pour croire aux mensonges d'un Paul Biya panafricaniste, d'un Paul Biya anticolonialiste, d'un Paul Biya nationaliste, d'un Paul Biya même révolutionnaire. Alors même que toute l'histoire du régime de Paul Biya, tout son enracinement et toute sa pratique en font une prolongation du système néocolonial. Donc, je voudrais vraiment insister ici sur le fait que la manipulation de la mémoire camerounaise, mais c'est pas Elimbi Lobé qui a inventé ça. Elimbi Lobé n'est qu'un simple perroquet qui par psittacisme répète ce qu'il entendait enfant à la radio au Cameroun, qui répète aveuglément ce qu'on disait dans les milieux de l'UNC où il a grandi, les milieux du RDPC où il a grandi. Il répète la vulgate du pouvoir. Le pouvoir camerounais actuel a toujours eu un très grand mépris pour les véritables indépendantistes camerounais. Un mépris teinté de jalousie. Parce que ni Ahidjo ni Biya n'ont risqué leur vie pour l'indépendance du Cameroun. Jamais ils n'ont risqué leur vie. Ils n'ont pas participé au mouvement révolutionnaire. Les régimes UNC et RDPC ne sont pas des régimes de la résistance. Ce ne sont pas des régimes de la révolution camerounaise, mais de la contre-résistance, de la contre-révolution. Ce sont des régimes de la collaboration. Au moment où les gens réagissent avec beaucoup d'énergie contre Elimbi Lobé, je voudrais leur rappeler que beaucoup d'entre eux ont dit qu'Ahidjo était meilleur. Ceux-là qui, maintenant qu'Elimbi Lobé a vomi son ignorance sur la place publique, lui font les leçons de morale. Beaucoup d'entre eux font partie de ceux qui présentent Ahidjo comme une bonne personne, uniquement parce qu'ils sont aujourd'hui les opposants à Paul Biya.
Mais c'est du révisionnisme de présenter Ahidjo comme une bonne personne pour le Cameroun. Quand on sait que cet homme, aidé par l'armée française, est coupable de l'extermination de plus d'1 million de ses compatriotes. C'est ça le révisionnisme, le négationnisme, à l'envers. Elimbi Lobe, un individu dont le poids de la parole est clairement insignifiant, met tout le monde en colère dans l'opposition camerounaise. Mais dans cette opposition, très peu se mettent en colère à l'idée de présenter Ahidjo, responsable de l'un des plus importants génocides de l'histoire du Cameroun, peut-être même du plus important de tous les temps. Quand on le présente comme meilleur que Biya, alors qu'il était le patron de Biya, et que dès 1961, Biya et lui étaient ensemble pour massacrer les Camerounais, pour emprisonner les Camerounais à Tcholire, à Dongamantoum, à Yoko, pour les tuer au Sénère, pour les tuer grâce à la CEDOC. Ils étaient associés. Les mêmes là qui s'excitent contre Elimbi Lobe sont ceux qui sortent sur les réseaux sociaux pour caresser le dictateur Ahidjo. Parce qu'à son époque, on avait les bus. Parce qu'à son époque, on avait un embryon d'industrie camerounaise qui apparaissait. Ah non, il était mieux. Vous vous mettez du point de vue des familles. Vous vous mettez du point de vue des régions de notre pays natal qui ont été exterminées. Je dis bien exterminées. Est-ce que vous savez que l'armée française a utilisé des armes chimiques pour tuer les Camerounais? Avec l'approbation d'Ahidjo et de Biya. Les armes chimiques. Le Cameroun a été bombardé aux armes chimiques. Notamment au napalm. Des villages entiers, des communautés entières ont disparu, sans deuil ni sépulture au Cameroun. Par la faute de ces régimes. Et tout le monde vient maintenant, oh, Elimbi Lobe vient de manquer de respect à Ernest Ouandié. Est-ce que vous savez que Elimbi Lobe, son manque de respect là n'est rien, à côté de ceux qui applaudissent Ahidjo? Ahidjo, l'exécuteur de Ouandié, n'est-il pas applaudi par ceux qui aujourd'hui crient sur Elimbi Lobe? Camerounaises, Camerounais, écoutez-moi bien. Je suis là pour servir de toutes mes forces la vérité. Elimbi Lobe ose traiter quelqu'un qui s'est battu pour que notre pays soit réellement indépendant. Il le traite de bandit, mais il répète la vulgate de l'UNC et du RDPC. Pendant très longtemps, c'est ce que ces gens-là ont dit. Des UPCistes. C'est ce qu'ils ont dit. Des résistants, des révolutionnaires, panafricanistes camerounais. Par ailleurs, pourtant admirés par toutes les autres nations africaines en lutte. C'est ce qu'ils ont dit. Le type qui a fusillé Ouandié à Bafoussam le 15 janvier 1971, ce type qui l'a fait fusiller, il s'appelle comment, Ahidjo? Toi qui es en colère, Camerounaise, Camerounais, contre Elimbi Lobe parce qu'il a insulté Ouandié, est-ce que tu n'as jamais dit sur les réseaux sociaux que Ahidjo était meilleur? Comment tu peux applaudir celui qui a fait exécuter Ouandié? Ernest, le président de l'armée de libération nationale du Cameroun, le grand camarade Émile. Toi, tu te lèves là, tu te promènes sur les réseaux sociaux. Fouille bien sur tes réseaux sociaux. Tu as dit, à un moment donné, que Ahidjo était mieux. Celui qui a tué Ouandié était mieux. N'est-ce pas? Mais celui qui traite Ouandié de bandit, il est pire. Camerounaise, Camerounais, réfléchis. Réfléchis. Ahidjo était mieux, mais c'est lui qui a fusillé Ouandié. Et la femme d'Amadou Ahidjo, Madame Germaine Ahidjo, a donné un témoignage depuis Dakar, où elle était exilée, avant sa mort. Elle a dit les propos qu'Amadou Ahidjo a tenus avant l'exécution de Ouandié. L'ancien président camerounais imposé par la France, Amadou Ahidjo a tenu les propos suivants, avant de faire exécuter Ouandié. Il a dit, et c'est sa femme, Germaine Habiba Ahidjo, qui a rapporté ses propos. Il a dit ceci. J'ai beaucoup de respect pour Ernest Ouandié, mais il va finir au poteau d'exécution. Je vais le faire fusiller. Voilà les propos d'Amadou Ahidjo. Les propos qui lui valent la malédiction d'être enterré hors du Cameroun jusqu'à ce jour. Celui qui se bat pour que notre pays soit débarrassé de la domination militaire, de la domination monétaire, que notre pays soit débarrassé de la tutelle des puissances criminelles, coloniales et négrières. Celui qui se bat pour que le peuple camerounais, sur la base de sa propre tradition politique, construise sa marche vers la modernité.
Vous le présentez comme un bandit. On appelle le monde entier à vous taper. Mais celui qui l'a assassiné, on dit qu'il était meilleur que son adjoint, Paul Biya, qui était à côté de lui. Il était meilleur en quoi? Ahidjo était meilleur en quoi? C'est le plus grand assassin. Ahidjo est le plus grand assassin de l'histoire politique du Cameroun. Le plus grand assassin camerounais du Cameroun, c'est Ahidjo. Et son adjoint, son bras droit le plus important, auquel il a même cru bon de transmettre le pouvoir d'État, c'est Paul Biya. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est l'attitude des Camerounais envers Elimi Lobé. Elimi Lobé, c'était un détaillant du gros mensonge de l'UNCRDPC. C'était un détaillant du gros mensonge du révisionnisme, du négationnisme coloniaux et néocoloniaux français. C'est un petit détaillant de quartier. Tout le monde tombe sur lui. Oh, grand prof, on m'appelle. Hein. Les gens m'ont écrit de partout. Grand prof, Elimi Lobé a osé insulter le héros Wandié. Et vous qui insultez le même héros Wandié tous les jours en disant qu'Ahidjo était meilleur que Biya. Alors que c'est Ahidjo qui a fusillé Wandié. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Non, il faut prendre très au sérieux le problème de l'histoire du Cameroun. Pourquoi Ernest Wandié, Félix Roland Moumié, Ruben Oumniobé ont-ils été tués? Pourquoi Osende Afana a-t-il été tué? Parce que ces héros authentiquement révolutionnaires, panafricanistes et nationalistes camerounais ont refusé de cautionner le maintien du Cameroun sous la tutelle militaire de la France. Ils ont refusé de cautionner le maintien du franc CFA comme monnaie du Cameroun. Ils ont refusé de maintenir le Cameroun dans le précaré français. On leur a proposé de négocier, on leur a proposé de leur trouver une place dans le régime néocolonial. Ils ont refusé. Voilà pourquoi ils ont été assassinés. Plus d'1 million de Camerounais, sympathisants pour la plupart du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, ont été exterminés parce qu'ils étaient engagés autour de ce leadership de libération du pays. Voilà la vérité. Donc, il faut que tout le monde note bien que le deuxième groupe de manipulateurs négationnistes et révisionnistes, ce sont les régimes, eh bien, UNCRDPC, d'Ahidjo et de Biya. Paul Biya, par exemple, est passé maître dans l'instrumentalisation des oppositions ethniques. À travers la massification de ressortissants de son groupe ethnique dans les armées, police, gendarmerie du pays, dans les forces spéciales du pays, à travers la massification des représentants de son groupe ethnique dans les postes les plus stratégiques de l'administration camerounaise, du système sécuritaire camerounais, Paul Biya a créé un réflexe mécanique et criminel parmi les membres de sa supposée ethnie à lui. Le réflexe est le suivant. Paul Biya n'est pas forcément un bon président, mais s'il s'en va, personne ne va nous protéger comme lui. Pourquoi? Parce que Paul Biya bourre matin, midi et soir le crâne du Betty Boulou en lui disant « Si le pouvoir quitte ce qu'ils appellent abusivement le pays organisateur, à savoir les mains d'un Betty Boulou, celui qui va prendre le pouvoir, qu'il soit du Nord, qu'il soit anglophone, qu'il soit de l'Ouest ou qu'il soit du littoral, il va se venger contre vous. » Voilà l'équation de Paul Biya. Voilà ce qu'il a inscrit dans l'ADN des Camerounais ressortissant des ethnies du centre et du sud. Débrouillez-vous. Je suis un grand voyou, mais je vous protège. Si les Bamileke prennent le pouvoir, vous allez voir. Si les Bachar prennent le pouvoir, vous allez voir. Vous pensez que les nordistes ont oublié? S'ils prennent le pouvoir ici, vous allez voir. Et voilà comment Paul Biya attrape mes frères et sœurs du sud et du centre du pays, des ethnies du sud et du centre du pays, comme des moutons, et les contrôle mentalement par la peur. L'instrumentalisation de la peur. Ceci a, de fait, créé des frustrations chez les autres Camerounais qui n'appartiennent pas à ces groupes dans lesquels M. Biya
recrute de façon privilégiée ses principaux collaborateurs. Du coup, dans la mentalité des autres Camerounais, il y a l'idée que le pays sera juste quand quelqu'un de leur ethnie sera aussi président. Ah, les Bassas sont assis et disent que mais Oumniobé était secrétaire général dans ce pays, mais il faut que l'un des nôtres soit aussi président. Ah, les Bamileke s'asseyent et disent que mais quand même, on nous a trop martyrisés dans ce pays, c'est toujours nous, c'est toujours nous. On monte des stratégies contre nous. Bon, le pays là sera bon quand même Bamileke sera président. Les nordistes disent, ah, on lui a laissé le pouvoir pendant 42 ans. Nous, on n'avait fait que 22 ans. Il est temps qu'on nous rende. Voilà dans quoi les Camerounais sont actuellement bloqués. Et ça, c'est le travail de sape du régime de Paul Biya. L'une des méthodes qu'il emploie pour renforcer cette neutralisation mutuelle des Camerounais, c'est la méthode des déclarations des élites régionales. Chaque fois que le régime là est en difficulté, il provoque une kyrielle de déclarations d'élites qui sont en réalité les bergers, eux-mêmes captifs, et qui maintiennent captives les populations camerounaises dans les enclos mentaux ethniques. Vous entendez? Déclaration des élites du Grand Nord. Le Grand Nord rassemblé et tout le monde doit signer dedans. Et Paul Biya fait vérifier que tous ceux qui sont relativement importants dans la région signent dans la liste pour déclarer allégeance pour lui. Déclaration des élites du littoral. Paul Biya veille. On déclare qu'on fait allégeance pour lui. Déclaration des élites du nord-ouest et de l'ouest. On fait allégeance au satrape. Déclaration. Et quand on a fini, il veille à ce que les élites de chacune de ces régions fassent des déclarations les unes contre les autres. Par exemple, c'est un jeu habituel dans le littoral, ma région natale. On va susciter des déclarations des Sawa contre les Bamileke. On va susciter les déclarations des Bamileke contre les Sawa. On va susciter les déclarations des Bétis contre les nordistes. On va susciter les déclarations des nordistes contre les Bétis. On va susciter les déclarations des Sawa éventuellement contre les Anglos. On va susciter les déclarations des Anglos contre les Franco. Et Paul Biya est tranquille à Yaoundé quand le pays fonctionne comme ça. Chacun est utilisé pour neutraliser son frère. Et le type dort tranquille. Voilà comment mon pays natal est paralysé. Et il faut savoir que le négationnisme et le révisionnisme, c'est la marque déposée de l'UNCRDPC. Ce sont les premiers à avoir nié le rôle fondamental de Wandi Ernest, de Moumie Félix, d'Osende Afana, le rôle fondamental de Ruben Oumniobé, le rôle fondamental des grands leaders du mouvement émancipatoire camerounais des années 40-50, l'UNC, Union nationale camerounaise d'Aïdjo, et le RDPC de Paul Biya, Rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais, c'est dans leur ADN de mépriser cette lignée de résistants. C'est l'enseignement de base des partis au pouvoir au Cameroun, depuis 1957, 58, 59, jusqu'à nos jours. C'est le mépris pour, la filiation indépendantiste nationale. L'une des techniques qu'ils vont employer, c'est d'essayer de mettre dans un fourre-tout les résistants camerounais depuis le 19e siècle. Et essayer ainsi d'amenuiser le rôle de ceux qui ont affronté dans les années 40-50 de manière vraiment décisive la puissance française. Et cela pendant 25 ans. Il est incontestable dans l'histoire des résistances camerounaises que c'est l'union des populations du Cameroun qui a offert la plus longue, la plus déterminée et la mieux organisée des résistances. Laquelle a supposé le plus lourd des sacrifices. Plus d'1 million de Camerounais assassinés. Entre 1948, date de la création du mouvement, et 1971 notamment. D'accord? Et ça, c'est le deuxième groupe des négationnistes. Maintenant, le troisième groupe des négationnistes révisionnistes camerounais, après le pouvoir Aïdjo Biya, c'est qui? Mais ce sont les ethno-nationalistes camerounais de tous les bords. Les ethno-nationalistes camerounais de tous les bords. Je vous ai dit que dans mon pays natal, le Cameroun, la plupart des individus sont caractérisés par un double discours. Il y a ce qu'ils disent quand les caméras sont branchées et que beaucoup de gens les regardent. Et puis il y a ce qu'ils disent quand les caméras sont coupées et que beaucoup de gens ne les regardent pas. Le Camerounais, la Camerounaise, et c'est valable pour la majorité d'entre nous, est habité par une double personnalité. Il a une personnalité officielle,
apparemment républicaine, apparemment panafricaniste, apparemment révolutionnaire et même reconnaissante envers tous les Camerounais qui ont lutté avant. Ça c'est la coquille. Mais allons voir la noix qui est dans la coquille. La personnalité réelle du Camerounais moyen. C'est une personnalité pétrie de tous les préjugés que sa famille lui a inculqués. Les préjugés de son ethnie. Les préjugés de sa religion. Les préjugés de sa région envers tous les autres. Voilà ce qui constitue encore le noyau de la personnalité du Camerounais. Conséquence, vous avez affaire à une profusion incroyable de faux types et de fausses femmes qui se tiennent devant vous pour vous parler de politique dans mon pays natal. En apparence, ils ont compris que le pays nous appartient à tous. Et ils font semblant, quand les circonstances sont trop stressantes et que les déclarations sont écoutées et suivies. Mais dès que le stress de la pression du regard, la pression de l'analyse, la pression des caméras tombe, tu les entends recommencer. Les uns disent des insanités sur les Bami. Les autres, des insanités sur les Bassa. Mais Elimbi Lobé, il n'a rien dit que les Camerounais ne disent pas habituellement. Les Camerounais sont habitués à dire les insanités les uns sur les groupes ethniques des autres. C'est vrai ou c'est faux? Les Camerounais sont très habitués à ça. C'est banal dans les familles. C'est banal quand on se retrouve entre soi. Par exemple, quand on a une réunion des gens du même village. Les Camerounais sont capables de se défouler. Mais je dis même à l'intérieur de la même région. C'est-à-dire que prenons même la région du Cameroun en pays Bassa. Une réunion des Bassa, des Eka, est l'occasion où les gens vont se lâcher pour dire des préjugés sur les Bassa des Déa. Une réunion des Baham est l'occasion où les gens vont se lâcher pour dire leurs préjugés sur les gens de Bafoussam. Une réunion de Tchang est l'occasion où les gens vont se lâcher pour insulter les gens de Banganté. Au Cameroun, c'est banal. Dire des méchancetés sur les autres, sur la base des préjugés qui nous ont été inculqués, c'est une habitude chez nous. Et Elimbi Lobé n'est que le symptôme d'une maladie collective. Soignons la cause. Quand vous voyez quelqu'un qui a la fièvre, si vous vous contentez de lui donner du Doliprane, est-ce que vous avez soigné la fièvre? Non. Il faut savoir pourquoi il a la fièvre. Est-ce qu'il a été piqué par un anophèle? Est-ce qu'il a la fièvre parce qu'il est en train de faire une appendicite? Est-ce qu'il a la fièvre parce qu'il est en train de faire une pneumonie? Donner le Doliprane à quelqu'un qui a la fièvre soigne les symptômes, mais pas la maladie. Et le Camerounais que vous voyez là, il est malade. Le Camerounais est malade. L'Africain est malade. Il est malade de la doctrine, justement coloniale. Il est malade de la doctrine néocoloniale, la doctrine despotique, le tribalisme d'État. Et il est malade du tribalisme, le micro-tribalisme familial, clanique, ethnique, dans lequel il est élevé. C'est son petit lait, il grandit dedans. Voilà l'état dans lequel se trouve le Camerounais. Et Elimbi Lobé n'est que le reflet de la moyenne, de l'état mental du Camerounais. Les propos de Elimbi Lobé contre Wandié sont tout à fait comparables à des propos que tiennent des Camerounais de toutes les ethnies, les uns sur les autres, sur la base de généralisation intempestive et abusive. Les uns traitent les autres de sauvages. Les uns traitent les autres d'escrocs. Les uns traitent les autres de soulards. Soulards. La consommation, c'est leur affaire. C'est tout. Ah, ceux-là sont les escrocs. Voler le terrain des gens, c'est leur affaire. C'est tout. Les Camerounais font ça tous les jours. Et le problème qui me choque, moi personnellement, c'est que ce tribalisme populaire, cet ethnicisme naturalisé, banalisé, ne choque pas les Camerounais. De temps en temps, les mêmes là, qui disent des énormités les uns sur les autres, quand ils sont en off, ils se concentrent sur l'un de ceux qui disent des énormités comparables aux leurs. Elimbi Lobé. Mais ce qu'il a dit contre Wandié, parce qu'il a dit peut-être sur une chaîne de télévision, mais cachez-vous pour écouter les Camerounais. Dès qu'il y en a un qui est contrarié dans ses ambitions politiques, cachez-vous pour entendre ce qu'il dit de celui qui le contrarie. Le réflexe premier, c'est toujours de penser que si quelqu'un n'est pas politiquement d'accord avec moi, c'est parce qu'il n'aime pas mon ethnie. Demandez aux Camerounais comment ils apprécient la critique politique.
Quel est le premier réflexe? C'est-à-dire que quand vous faites une objection politique à quelqu'un, la première grille de lecture qu'il applique à votre objection, c'est que vous n'aimez pas son ethnie. Maintenant, si vous êtes de son ethnie, vous n'aimez pas son village. Voilà les mécanismes mentaux des Camerounais. Si le leader est un Bassa, et que vous êtes de culture Bassa, quand vous le critiquez, il dit « Ah non, c'est pas un Bassa de mon village ». Maintenant, si vous êtes même de son village, et que vous le critiquez, il dit « Oui, non, c'est une famille voisine, ils sont jaloux de nous depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils me critiquent. » C'est-à-dire que le tropisme tribal est devenu l'explication fourre-tout. La justification de tout. Tout se justifie par ça. Tout. Et c'est le fondement, justement, du révisionnisme et du négationnisme populaire. C'est-à-dire qu'au lieu de juger les gens sur leurs actes, au lieu de juger les gens à partir de l'histoire, de leurs pratiques sociales, politiques et économiques, on va juger les gens sur des catégories d'appartenance figées, imaginaires, fixes et systématiques. Donc en fait, les Camerounais ne se jugent pas. Ils se préjugent. Ils projettent les uns sur les autres les clichés qui leur ont été inculqués dans leur milieu familial, dans leur milieu social, économique, dans leur milieu politique national, dans leur milieu diasporique. Ce qui fait précisément que on devient un peuple qui ne peut pas faire peuple, parce qu'il est bloqué de part et d'autre par les préjugés qu'il entretient contre lui-même. Les préjugés qu'il entretient contre lui-même. Si vous demandez à un Camerounais, à une Camerounaise de vous raconter l'histoire du Cameroun, vous vous rendrez progressivement compte que tous les méchants sont des gens qui ne sont pas souvent de sa propre origine ethnique. La plupart des méchants sont originaires d'une autre ethnie que la sienne. Quelle que soit la manière dont ils se débrouillent pour vous raconter l'histoire, ça finit toujours par l'ostracisation d'un groupe. Demandez aux Camerounais de vous raconter l'histoire du mal camerounais. Ils pointent un groupe. Ils pointent l'autre. Et ils systématisent sa critique. Et elle s'applique à tous ceux qui ont un point de ressemblance culturelle avec l'autre. Voilà la magie par laquelle nous avons un peuple qui ne fait plus, qui n'est plus, pour le moment, et depuis très longtemps, capable de grandes manifestations populaires. Les seules fois où les Camerounais sont capables de se mobiliser comme peuple sont les fois où il y a euphorie autour des victoires des lions indomptables du Cameroun. Encore que ces victoires euphoriques sont rapidement récupérées par le pouvoir politique, qui essaye de les présenter comme la preuve de son efficience et de son efficacité dans la gestion du pays. Même les victoires sportives des lions indomptables sont rapidement récupérées. Et parfois, à l'intérieur même des équipes nationales des lions indomptables, sont reproduits les conflits qui déchirent la société, à partir des préjugés ethniques. L'une des raisons pour lesquelles on a continué à maintenir, ça et là à travers l'Afrique, des coachs occidentaux à la tête des équipes nationales, c'est pour neutraliser le phénomène du tribalisme à l'intérieur de l'équipe nationale. Le fait que pendant longtemps, dans la plupart des pays africains, les nationaux n'étaient pas les sélectionneurs nationaux des équipes nationales. J'espère que vous savez que la cause, c'est le fait qu'on craignait que le sélectionneur, étant un national, risque de privilégier les meilleurs joueurs de sa tribu. Et l'un des motifs qui a été avancé pour imposer pendant très longtemps des sélectionneurs étrangers, c'était que ceux-ci, n'étant pas du pays, pouvaient faire preuve de détachement, d'objectivité, et se contenter de composer ou essayer de composer les meilleures équipes possibles. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, intellectuellement, moralement, spirituellement, nous ne serions pas capables de nous regarder nous-mêmes comme le même peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cette idée qui est au cœur du révisionnisme et du négationnisme. Alors, les entrepreneurs, que j'appelle ethno-nationalistes, pourquoi est-ce qu'ils font cela? Prenons le cas récent de Limbi Lové. Mais il fait cela parce que c'est cela qui lui permet de vivre. Il faut savoir que l'ethno-nationalisme est un marché public politique. C'est une source de clientélisme. On est dans une année où M. Biya ou son régime veulent se reproduire à la tête de l'État sur la base d'une parodie électorale. Et ils savent que l'hypothèse la plus dangereuse pour le régime, ce serait une mobilisation unanime du peuple camerounais pour une transition. Pour empêcher qu'une telle mobilisation monstre nationale, sur la base de la conscience de l'appartenance au même peuple africain ait lieu,
on active région par région des individus chargés d'huiler le mécanisme de neutralisation mutuelle. Je vais vous expliquer à quel jeu on fait jouer Elimbi Lobé. Il y a des Elimbi Lobé dans chaque région. Il y en a dans le centre. Il y en a dans l'ouest. Il y en a dans le nord. Il y en a dans l'extrême nord. Il y en a dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans l'est, dans le sud. Dans toutes les régions du Cameroun, il y a des individualités qui sont chargées de faire ce que Elimbi Lobé fait là. C'est-à-dire de produire un discours qui produit une neutralisation réciproque des communautés. Un enfermement mental des communautés dans leurs préjugés respectifs. C'est utile pour le régime. Parce que nous sommes à une année où le régime ne veut pas que le peuple camerounais agisse en tant que peuple. Le régime veut que le peuple camerounais agisse en tant que communauté Bami, agisse en tant que communauté Haoussa, agisse en tant que communauté Betiboulou, agisse en tant que communauté Sawa, agisse en tant que communauté anglophone. Cette année 2025, le régime ne veut pas que les Camerounaises et les Camerounais agissent en tant que peuple camerounais. Dans ces conditions, il suscite des individus qui tiennent un discours qui va créer des crispations, des blocages dans les mécanismes de mobilisation mentale, sociale et populaire. Elimbi Lobé, par exemple, en s'attaquant à Wandié, sait qu'il va déclencher une réaction communautaire. Du côté du peuple africain Bamileke, dont Wandié est issu. Elimbi, en faisant ça, il accomplit une mission. On lui demande de provoquer une réaction mécanique, communautariste, du peuple Bamileke, dont le président Ernest Wandié était issu. Et le tour est joué. Dès que ceux qui critiquent Elimbi Lobé sont éventuellement, majoritairement, des Camerounais issus de l'ethnie Bamileke, on dit, vous voyez, on vous avait dit non. On vous avait dit qu'eux, ils ne défendent que les leurs. Si on avait dit ça sur Oumiobe, est-ce qu'ils allaient sortir? Si on avait dit ça sur Osende Afana, est-ce qu'ils allaient sortir? Ils sont sortis à cause de Wandié. Donc, ce sont des tribalistes notoires. C'est un piège. On va faire la même chose. On va susciter une élite qui, en pays Bamileke du Cameroun, va dire quelque chose contre les Bétis. Les Bétis vont sortir en masse. Ah, voilà. On vous a dit qu'on ne peut pas laisser le pouvoir. Ils vont venir se venger pour nous tuer. Si comme tu arrives au pouvoir, on est mort. On vous avait dit ça. Jamais, jamais, jamais le pouvoir ne quittera Yaoundé. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ils vont sortir comme ça. Tout ça est organisé. Hein. Ça, c'est la géostratégie diabolique. C'est ce que j'appelle l'art de la sorcellerie. L'ensorcellement camerounais. Je vous explique ça. On va avoir des gens dans le nord là-bas qui vont parler. Ah! Les Fulbe viennent de dire que les Toupouri et les Moundans sont des sauvages, que ce sont des animaux. Ah! Ah non! Jamais on va accepter ça de la part des Fulbe. Ah non, ils se prennent pour qui les Fulbe? On va sortir quelqu'un pour dire ça. Tout ceci pour empêcher le Fulbe, le Toupouri, le Moundan, le Giziga, etc. de se mettre ensemble pour libérer le Cameroun. Vous comprenez? On va descendre à Douala. On va sortir quelqu'un qui va dire que ah, de toute façon, les Bassas, leur travail, c'est uniquement de porter des plaintes. Depuis que Oumiobe est tombé là, les Bassas sont devenus fous. Et hop, les Bassas vont sortir. Ah, les Bamileke nous attaquent. On leur a vendu le terrain ici. Maintenant, ils se moquent de nous. Ils vont voir. Voilà comment Paul Biya boit son petit vin de palme tranquillement en Vomeka. Ils sont en train de s'engueuler. Il faut attiser les engueulades. Il faut que les Sawa ne s'entendent même pas avec les Bachas. Il faut que les Bachas des Zeka et ceux des Déa ne s'entendent pas. Il faut chauffer le coin entre les Haoussa et les Fulbe. Il faut créer un problème entre les Toupouri et les Moundans. Débrouillez-vous pour que les Étones se sentent exclus. Les Boulous et les Ewondo, ne les laissez même pas penser ensemble. Faites tout pour que les anglophones de Boya et les anglophones de Bamenda soient prêts à s'entretuer. Créer quelque chose. Voilà le travail des sorciers. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, personnellement, les propos de Elimbi Lobé ne m'impressionnent pas parce que je sais que c'est qu'un petit pion d'un jeu complexe
qu'il est loin de comprendre lui-même. D'ailleurs, Elie Bilobe, en écoutant cette conférence, va mieux comprendre à quoi il sert. Il va mieux comprendre comment on l'utilise. Il n'est qu'un misérable petit pion d'un vieux jeu qui a été pensé par les colons, enseigné aux néocolons, transmis à leurs héritiers et qui est pratiqué avec discipline par Paul Biya. Et son véritable cercle rapproché de fidèles. Ce sont des manipulateurs et des révisionnistes notoires. Alors maintenant, j'en viens à la conclusion de la présente conférence, car je vous ai expliqué le mécanisme. Personne de ceux qui ont écouté cette conférence ne peuvent me dire, personne de ceux qui ont écouté cette conférence ne peut me dire, je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, vous êtes outillés, grâce à cette conférence, je l'espère, pour comprendre le mécanisme de la manipulation, de la provocation, de l'instrumentalisation ethnique. Donc, quand un type comme Elie Bilobe sort pour dire des bêtises, il ne faut pas réagir spontanément à ce qu'il dit. Il faut observer un temps de silence. Il faut observer un temps de silence et provoquer une réaction en chaîne. Une réaction transcendante. Le pays doit réagir du nord au sud, de l'est à l'ouest, le plus largement possible en passant par le centre et les diasporas. Quand quelqu'un veut s'amuser à manipuler la communauté, à manipuler l'union, la communion du peuple africain du Cameroun, nous devons réagir avec transcendance, avec hauteur. Les choses vont s'améliorer quand nous ne nous laisserons plus prendre au premier degré par ces voyous. Des mercenaires, en fait, du régime. Et je dis qu'ils sont embusqués dans l'ouest. Hein? Ils sont embusqués dans le littoral. Ils sont embusqués dans le centre, le sud, le nord-ouest, le sud-ouest, l'est. Ils sont embusqués dans la Damawa, dans le nord et l'extrême nord du Cameroun et dans les diasporas. Ils vont multiplier des provocations de cette nature pour bloquer le peuple camerounais. Parce qu'ils savent très bien que c'est le plan B dont j'ai parlé qui va mettre fin au régime de Paul Biya. La mobilisation transcendante du peuple camerounais. Dès lors que ce peuple va se regarder comme un seul et même peuple africain. Ils ne veulent pas que nous nous regardions comme un seul et même peuple africain. C'est le but pourtant du livre que j'ai écrit. Pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Quand tu es pris dans un système et que tu ne parviens pas à t'en sortir, la seule manière de t'en sortir, c'est prendre la hauteur par rapport au système. À partir de là, tu le contrôles mieux. Quelle hauteur les Camerounais doivent-ils prendre pour sortir du piège du régime Ahidjo Biya, du régime néocolonial et colonial Ahidjo Biya? La posture que les Camerounais doivent prendre, c'est la posture panafricaine. Les Camerounaises doivent se regarder comme membres du même peuple africain. Le Camerounais doit regarder son compatriote camerounais comme le Camerounais doit regarder le Malien, le Gabonais, le Centrafricain. Il doit le regarder comme un Africain. C'est-à-dire quelqu'un avec qui j'ai parti lié, j'ai destin lié, j'ai communauté d'histoire et communauté de vie. Quelqu'un avec qui je dois apprendre à vivre d'une manière mutuellement bénéfique. Le livre que j'ai écrit a pour but d'inviter les Camerounais à développer individuellement et collectivement la conscience panafricaine. La conscience ethnique ne peut pas libérer le Cameroun de la domination. C'est elle qui est manipulée et qui nous bloque les uns contre les autres. La conscience patriotique camerounaise ne suffit pas parce qu'elle peut nous amener à un chauvinisme, à un national chauvinisme qui est très dangereux pour l'Afrique. Alors que la conscience panafricaine, c'est une dimension suffisante pour bâtir un grand pays, une grande république camerounaise. Je le démontre dans ce livre. Nous devons changer de perspective. Nous devons changer de hauteur pour libérer le pays. Bon. Et c'est grâce à ce changement de perspective et de hauteur que l'Alliance des États du Sahel a été créée en Afrique de l'Ouest. C'est parce que les présidents Goïta, Tiani, Traoré ont modifié le point de vue qu'ils ont sur leur propre pays, sur leur propre nation, qui sont en train de construire la nation sahélienne. Partie totale de la grande nation panafricaine. C'est à cette élévation que nous sommes appelés. C'est grâce à cela que l'AES résiste aux tentatives d'instrumentalisation de la religion,
aux tentatives d'instrumentalisation des ethnies. Vous avez vu par exemple au Sahel comment on essaye de manipuler l'opinion pour présenter la lutte antiterroriste comme une lutte contre les Touaregs et les Peuls. On fait tout pour transformer la lutte antiterroriste en une guerre civile interethnique. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les dirigeants maliens se sont placés dans la position transcendantale panafricaine. Les dirigeants burkinabés sont dans la position transcendantale panafricaine. Ils sont inatteignables par ces mécanismes. Les dirigeants du Niger sont dans la position transcendantale panafricaine. Mais notre élite politique africaine, je dis bien celle de l'opposition, elle n'est pas encore dans la position transcendantale panafricaine. Elle est encore emprisonnée dans la position ethnique, tribale, emprisonnée dans la position nationale. Or, on ne peut pas résoudre le problème du tribalisme camerounais. On ne peut pas résoudre le problème du nationalisme camerounais si on n'adopte pas une position supérieure, celle du panafricanisme révolutionnaire. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie que, premièrement, nous n'allons plus réagir au compte-gouttes. Nous n'allons pas réagir au coup par coup, aux provocations des agents du néocolonialisme, du despotisme, du colonialisme camerounais, qui sont instrumentalisés par le régime RDPC, comme il l'était, eh bien, dans les années 60, 70, début 80, par le régime Ahidjo, UNC. On ne va pas tomber dans leur panneau. On ne va pas tomber dans le panneau de répondre au coup par coup et de nous disperser, de nous éparpiller. On ne va pas tomber dans le panneau de leur donner des réponses communautaires, parce qu'ils veulent que nous leur répondions à partir d'une perspective communautaire. Si nous répondons à partir d'une perspective communautaire, c'est-à-dire de notre communauté tribale, régionale, religieuse, nous jouons leur jeu. Il faut que nous prenions l'habitude de répondre en nous posant justement dans la dimension panafricaine, ce que j'appelle la position transcendantale panafricaine, celle qui est en train d'émanciper l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième élément, nous devons bien comprendre que la bataille de 2025 et des années qui viennent après, c'est celle de la construction d'une république sur les bases de la communion, de la communauté, de l'unité panafricaine des peuples du Cameroun. Nous avons besoin au Cameroun d'une république fédérale panafricaine. Une république fédérale inspirée de l'idéologie panafricaine. C'est-à-dire dans laquelle tous ensemble, nous nous considérons comme le même peuple africain. Et nous préparons à nous joindre aux autres nations africaines, aux autres États africains pour construire des ensembles puissants et nous faire respecter dans une grande fédération continentale à moyen ou à long terme face au monde entier. Voilà à quel niveau on doit vibrer. J'appelle les Camerounaises et les Camerounais à développer la dimension de conscience panafricaine. Cela nous permettra alors d'aller vers une nouvelle république que j'appelle la nouvelle république fédérale panafricaine du Cameroun. J'ai en projet de déposer dans les 3 mois à venir le livre qui correspond à une conférence du même titre, déjà disponible, que je vais republier. Une conférence dans laquelle j'avais esquissé le projet de cette république fédérale du 21e siècle camerounais. Non pas un fédéralisme inspiré de la différence linguistique entre le français et l'anglais. Ce n'est pas le fédéralisme anglophone-francophone qui n'a aucune pertinence dans la civilisation africaine. Non. Je veux pour le Cameroun, je propose pour le Cameroun un fédéralisme ayant pour but de découper le pays en régions ou États fédérés qui ne soient jamais mono-ethniques et dont aucun ne puisse se prévaloir d'une homogénéité ethnique lui permettant de s'affirmer une suprématie politique sur des bases ethniques. Donc un nouveau découpage du Cameroun ayant pour but de produire dans les régions du Cameroun toute la mixité de la nation dont nous serions capables. De telle façon que, par une décentralisation suffisante, par une centralisation suffisante également, nous ayons vraiment une république modèle, inspirée de la sagesse de nos ancêtres, de l'enseignement de l'histoire et des exigences de la modernité contemporaine. Voilà le chemin. Et voilà comment je pense que nous devons réagir à des propos dangereux, incendiaires, criminels,
comme ceux de M. Elimbi Lobé. Il faut déjà que nous-mêmes, nous ne les tenions pas. Toi qui as déjà dit des choses contre les Bamileke, surveille ta langue et corrige ta pensée. Toi qui dis tous les jours des méchancetés contre les Beti Boulou, surveille ta langue et corrige ta pensée. Toi qui as des opinions arrêtées sur les Bassa, surveille ta langue et corrige ta pensée. Toi qui regardes tous les nordistes comme un paquet auquel tu attribues des défauts systématiques, surveille ta langue, corrige ta pensée. Toi qui es là et qui considère l'anglophone comme un infra-camerounais, surveille ta langue et corrige ta pensée. Commence à vibrer plus haut pour participer au peuple de la libération, pour participer à la communion libératrice du pays. Il faut que chacun examine ses paroles, chacun examine ses gestes, que chacun examine ses intentions. Au lieu de se précipiter à pointer Elimbi Lobé, en oubliant les 3 autres doigts de notre main qui sont repliés sur nos propres propos, tout à fait aussi scandaleux, si ce n'est maintenant, du moins dans le passé. Je suis devant vous, je vous parle. Est-ce que je peux prétendre que dans ma vie de citoyen camerounais, je n'ai jamais tenu des propos tribalistes? Si je le prétends, je mens. Le degré de conscience que j'ai maintenant, je l'ai développé. Je l'ai développé par le travail intellectuel, le travail moral, le travail spirituel. Et je dois rester vigilant. Qui que je sois au Cameroun, je dois rester vigilant sur cette question. L'instrumentalisation de l'histoire, l'instrumentalisation de l'ethnie pour paralyser le pays. C'est une question qui doit être l'objet d'une vigilance citoyenne permanente. Alors, pour finir, Ernest Ouandié n'était un bandit que pour les ennemis de l'Afrique. Car chaque fois qu'un Africain s'est battu pour la libération des siens, les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes l'ont appelé bandit, l'ont appelé terroriste. Nelson Mandela et l'ANC étaient encore classés à la fin du XXe siècle organisation terroriste par les États-Unis et tous les pays européens. Oui, Mandela, là, il était classé terroriste. Parce qu'il se battait pour la libération du peuple sud-africain. Donc nous, Africains, cultivés de ce temps, ne nous laisserons jamais impressionner par les qualificatifs méprisants utilisés par les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes contre nos héros. Car nous savons qui sont nos héros et ce qu'ils valent. Nous savons le sacrifice suprême consenti par les leaders de l'Union des populations du Cameroun des années 40, 50, 60, 70 pour garder, éveiller l'âme immortelle du peuple camerounais. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ah, le matin, on les appelle maquisards. L'autre jour, on les appelle bandits. Ensuite, du bout des lèvres, avec hypocrisie, on dit qu'ils sont héros de la nation, tout en méprisant leur combat et en traquant leurs héritiers. Nous ne nous laisserons jamais impressionner par des ignorants, comme Elimbi Lobé. Et il n'y en a pas seulement en pays d'Issawa, il y en a à l'ouest, des ignorants de la même nature, qui réduisent le combat de la libération du Cameroun à une lutte de l'Ouest. Il y en a en pays Bassa qui réduisent le combat de la libération du Cameroun à une affaire de Bassa. Il y en a dans le Nord qui réduisent le combat de la libération du Cameroun à une affaire de leur groupe ethnique, de Fulbe, de Haoussa, etc. Il y en a dans le centre-sud qui croient que seuls des gens de leur ethnie, dans le centre ou dans le sud, auraient contribué à libérer le Cameroun. Tous ces mythologues, tous ces mythomanes, tous ces individus manipulés et manipulatoires ne doivent pas impressionner un peuple vigilant, un peuple instruit. Nous devons au contraire combattre la stratégie qui les suscite, qui les finance, qui les nourrit. Nous devons vaincre la république bananière, néocoloniale et coloniale qui permet à ces gens de vivre. Elimbi Lobé est simplement employé. Ce sont des gens qui sont envoyés et qui sont payés à la tâche. Ils sont payés pour dire ce qu'ils disent,
pour provoquer comme ils provoquent, pour scandaliser comme ils scandalisent. C'est grâce à cela qu'en retour, ils ont de la ristourne pour pouvoir affronter leurs jours fragiles. Au lieu donc de se focaliser sur le cas Elimbi Lobé, comme si c'était le seul à le faire, regardons tout le système. Et faisons tout pour vérifier que nous-mêmes là, nous ne sommes pas piégés dans le système. Nous ne répétons pas les mots du système. Oui, si tu penses qu'Elimbi Lobé a dégamé, ce qui est vrai, n'oublie pas que certains de ceux qui ont envoyé Elimbi Lobé dégamer, tu les présentes souvent comme de bonnes personnes. Elimbi Lobé ose présenter Ernest Ouandié comme un grand bandit. Mais le type qui a exécuté Ouandié, beaucoup d'entre vous le présentez comme un bon type. Quand c'est comme ça veut dire qu'il y a un gros problème collectif qui se pose avec la mémoire nationale. Un gros problème collectif. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes bloqués. Parce que chacun s'arrange toujours avec la mémoire nationale quand ça l'arrange. Il faut qu'on ne s'arrange plus avec la mémoire nationale. Qu'on s'efforce d'en préserver ce qu'il y a de véridique, d'objectif, de commun. Ce qu'il y a d'incontestable comme un bien précieux pour nous tous. C'est ce que je voulais démontrer. J'ai dénoncé donc les 3 impostures négationnistes et révisionnistes, l'imposture coloniale néocoloniale, l'imposture despotique et l'imposture de l'ethno-nationalisme vulgaire quotidien, dans laquelle on retrouve notamment le fameux Elimbi Lobé. On peut donc dire que ces propos scandaleux sont l'occasion d'une thérapie collective avancée, l'occasion pour les Camerounais de se rendre compte qu'il faut se libérer du système qui vit d'entretenir les Elimbi Lobé. Je vous remercie. C'était l'objet de mon propos ce soir. Vive le peuple camerounais en lutte. Vive les authentiques héros de l'indépendance du Cameroun. À bas les néocolonisés, les colonisés volontaires. À bas les héritiers du néocolonialisme français, britannique et germanique au Cameroun. À bas les pions qui instrumentalisent notre peuple pour le maintenir dans les enclos mentaux tribalistes, régionalistes et religieux, sectaristes, sectaires. À bas, eh bien, les individus qui attirent l'arigot par quelques déclarations, eh bien, s'assurent des agios pendant que le pays se meurt. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.